Bonjour à tous, à ceux qui sont à distance et ceux présents dans cette salle. Pour certains d'entre vous, vous avez assisté l'année dernière à une présentation que j'avais faite pour Emerson Network Power sur une étude réalisée au niveau international pendant 4 mois sur la vision qu'avaient des spécialistes du data center, que ce soit au niveau de médias, d'exploitants ou de constructeurs ou de consultants, sur la vision qu'ils avaient du data center en 2025. Cette étude était assez étonnante parce qu'elle montrait des tendances, selon la vision des personnes interrogées, des tendances en 2025 assez stupéfiantes, notamment sur l'augmentation de la densité et la réduction de la taille moyenne des data centers. Cette année, Emerson Network Power vous propose une petite synthèse et notamment de mettre en lumière ce qui est ressorti à travers notre expérience au niveau international, et également à travers des remontées d'informations de consultants et bureaux d'études spécialisés, les 5 tendances clés que l'on voit arriver déjà là en fin d'année et surtout à partir de l'année 2016. Alors en introduction, on sait qu'aujourd'hui, spécifiquement sur le marché français, la partie marché data center est assez plate, quels que soient les pays d'Europe et d'Europe de l'Ouest avec lesquels on peut comparer notre marché français. Globalement, au niveau international, le marché est assez frileux, la conjoncture économique est assez tendue. Et pour ce qui concerne la partie data center et les technologies utilisées dans les data centers, que ce soit sur la partie informatique IT pure ou la partie infrastructure technique par opposition à la partie infrastructure informatique, on voit des évolutions très rapides. Des facteurs essentiels ressortent à travers la présentation que je vais vous montrer aujourd'hui, notamment des facteurs tels que la durabilité et la vitesse, qui ont un impact très important sur le marché des data centers et les technologies utilisées. 5 tendances clés se précisent. Vous avez un résumé et on va les voir chacune. Donc, premier point, le cloud se complexifie. Donc, on sait qu'il est utilisé à différentes échelles. Merci. Par la plupart donc, des organisations. On assiste donc à un passage du SaaS à de véritables environnements hybrides et des architectures différentes, qu'on appelle bimodales par exemple. Tout ça pour apporter une plus grande réactivité. Le cloud évolue aussi, il ne se stabilise pas, il va devenir de plus en plus complexe, on va voir pourquoi. On a recueilli des informations avec un consultant anglais qui a fait une enquête au niveau international sur l'utilisation des serveurs. Et cette enquête révèle, ça on le sait déjà, mais les chiffres sont assez étonnants, les serveurs d'entreprise ne fournissent en moyenne qu'entre 5 et 15% de la capacité informatique sur un an, ce qui est vraiment très très faible. Et 30% des serveurs physiques qui sont dits comateux, c'est-à-dire n'ont pas été utilisés depuis les 6 derniers mois. Ce qui est vraiment terrible quand on voit l'investissement sur la partie informatique est extrêmement important sur l'investissement global de l'infrastructure d'un data center. Donc le premier point très important pour les clients consiste à identifier et supprimer ces serveurs, ceux qui ne fonctionnent pas du tout, ou à réduire le nombre de serveurs et optimiser le niveau de fonctionnement de ceux qui resteront en place. Différentes solutions vont se développer, notamment sur la partie d'ICIM, qui permet de mieux gérer ce point d'occupation de la capacité informatique des serveurs. Un autre point également important dans l'évolution du cloud, la possibilité d'intégration et d'utilisation
des capacités inexploitées, notamment pour les partager, les décentraliser, ou voire même, certains disent, vendre un excédent de capacité sur le marché. À ce sujet, les avis sont assez partagés quand on interroge des hébergeurs ou des exploitants de data centers. Ce dernier point, cette dernière phrase ne fait pas l'unanimité, donc à voir dans les années qui viennent. Un point également très important que l'on voit au niveau international, et pas seulement chez Emerson, mais également chez tous les constructeurs, c'est que la technologie des data centers joue toujours un rôle très important, mais aujourd'hui les opérateurs se concentrent davantage sur les architectures dans lesquelles ces technologies vont se développer. Aujourd'hui, les clients insistent moins, par exemple, sur la partie « je veux du Tier 1, du Tier 3, du Tier 4 ». Ils vont être beaucoup plus concentrés sur une demande qui, à la fois, leur permet d'investir le moins possible par rapport au phasage qu'ils souhaitent dans le développement de leur projet. Donc, c'est le principe du Pay as you grow. Et le deuxième point, c'est que les clients aujourd'hui nous demandent vraiment en tant que constructeurs une solution technique qui soit particulièrement adaptée à leur application, leurs besoins clients. Notamment sur la partie thermal management, qui représente quand même 38% de la consommation électrique dans l'infrastructure globale d'un data center, les clients nous demandent aujourd'hui, pour chaque projet, des demandes spécifiques de logiciels de gestion de la partie thermal management, des solutions d'architecture sur le thermal management complètement différentes, voire même d'un site à l'autre. Donc ils veulent quelque chose de vraiment, comme on dit en anglais, customisé pour chacun de leurs projets. On n'est plus du tout sur des demandes de technologie classique, disant c'est classique, ça existe depuis des années, on ne cherche pas plus loin. Aujourd'hui, les clients veulent le plus la personnalisation vraiment de l'infrastructure par rapport à leurs demandes. Donc l'intérêt pour eux, c'est d'optimiser la capacité utilisée de leurs équipements. Donc ce n'est pas seulement sur la partie IT, équipement informatique, mais également sur la partie, par exemple, onduleur, UPS, ou sur la partie climatisation, groupe de production de glaciers, etc. L'intérêt pour eux, c'est d'avoir quelque chose qui est flexible, qui est extensible, qui est modulaire, et la recherche à terme, c'est bien entendu une meilleure efficacité énergétique et surtout des gains financiers. Autre tendance clé importante, le problème du langage commun au niveau des data centers. On sait que l'Internet des objets a un impact grandissant et on sait que le phénomène de l'Internet des objets va devenir exponentiel dans les années à venir. Donc avec une augmentation très importante du volume des données à traiter, que ce soit pour des solutions aujourd'hui de vidéo, de télésurveillance utilisées sur des sites, que ce soit au niveau de toutes les vidéos qu'on télécharge ou qu'on regarde en streaming chez soi, on a vraiment une demande grandissante, ne serait-ce qu'au niveau du grand public, on ne parle même pas des entreprises, au niveau de transmission de données. Et l'autre point, c'est la modification de la gestion des data centers. Alors, les data centers sont bien entendu aujourd'hui équipés de milliers d'équipements, parfois de générations différentes, avec des constructeurs différents, des marques différentes, des technologies différentes, et donc avec une multitude de langages. Alors on trouve par exemple l'IPMI, le SNMP, le Modbus le plus couramment, et le problème c'est de faire communiquer tous ces langages qui sont mixés en fait dans le même data center. Alors il y a des solutions qui sont en train de se développer pour faciliter une gestion vraiment efficace et vraiment globale d'un data center. Et l'objectif, c'est d'avoir un système, une plateforme qui permette de mixer les différents langages de manière à gérer plus optimisé, avec plus d'optimisation, le data center. Alors un exemple qui est un produit
qui a été mis au point. C'est ce qu'on appelle une spécification de système qui est totalement ouverte à tous les systèmes de communication au niveau IT, qui a été mis au point par Emerson, mais également par d'autres sociétés que vous voyez apparaître. Et ce type d'outil qui permet de consolider et de faire dialoguer des systèmes avec des langages différents va devenir de plus en plus important pour une meilleure utilisation du data center et une meilleure réactivité. Il y a bien entendu la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, les entreprises, qu'elles soient de taille petite, moyenne ou grande, prend une place prépondérante aujourd'hui, ne serait-ce que pour une image marketing. Certains ont des actions déjà depuis quelques années à ce niveau. Et puis il y a également la pression grandissante d'organisations internationales ou d'administrations locales ou internationales également. Il y a d'abord en France la directive, et en Europe, sur l'efficacité énergétique de l'Union européenne qui va nous obliger d'ici 2020 à faire des gros efforts au niveau de la consommation énergétique. On a des directives et d'autres actions qui vont arriver de plus en plus fortement sur le marché français. On parle de taxe carbone, on a eu récemment COP21, enfin ce genre d'initiatives au niveau mondial que l'on est obligé de suivre et que l'on doit même favoriser pour l'avenir, bien entendu, de notre planète. Donc la responsabilité dans ce cas-là est plus qu'une responsabilité de marketing, c'est une responsabilité de citoyenneté. Les opérations également de data center sont à présent incluses dans les déclarations de responsabilité d'entreprise. Vous avez ici 3 exemples. L'empreinte carbone, bien entendu. L'utilisation d'énergie alternative qui, on le sait, va aller en grandissant. Et la mise au rebut des équipements. En tant que constructeur, mais également les exploitants informatiques et de même le particulier, vous savez que vous payez aujourd'hui sur chaque produit électroménager une certaine somme d'argent pour assurer le retraitement des déchets. Donc ceci est omniprésent et ceci va aller en grandissant, bien entendu. Alors l'impact de cette tendance de responsabilité sociale ne sera pas seulement limité donc, au choix technologique, il devra également inclure tout l'écosystème complet du data center. Donc tous les fournisseurs, comme peut l'être par exemple Emerson, et tous les fournisseurs aussi de colocation et le cloud computing. Un phénomène également important que tous nos confrères qui travaillent dans le même domaine qu'Emerson et moi-même avons remarqué également dans d'autres domaines, c'est le data center de proximité qui fait son entrée. Donc on assiste à des changements, lentement mais sûrement, du fait que la collecte de données augmente et que les demandes locales sont de plus en plus importantes. Alors, il faut quand même noter, même s'il y a de plus en plus de demandes de décentralisation au niveau des data centers, que les grands data centers, de toute façon, vont continuer à augmenter et à progresser. Alors, on voit beaucoup d'annonces de data centers monstrueux en Asie, par exemple, ou aux États-Unis, mais il y aura également en Europe des constructions de data centers très importants, et ceci va augmenter. Pourquoi? Parce que l'avantage d'un grand data center, c'est d'avoir une organisation, une structure très rationalisée, très organisée et très standardisée, qui est vraiment l'idéal pour gérer du cloud et de gérer de grosses quantités de données. Donc les très grands data centers dédiés au cloud, et on l'a vu avec des précédentes présentations, le cloud est indispensable pour répondre à l'augmentation de demandes de transmission de données informatiques. C'est peut-être des grands acteurs mondiaux, ce qu'on appelle le type GAFA. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc ça peut être ce type d'acteurs qui, on le sait, ont déjà développé des tas de data centers basés sur ce principe du cloud.
ou ça peut être également des hébergeurs autres que ceux-ci, qui, à condition d'être hyper connectés, et on a vu ce matin que même dans des villes en province, il y a des points possibles d'hyperconnexion, ce qui permet le développement autrement qu'en région parisienne. Des hébergeurs actuels, donc hyper connectés, peuvent déployer des data centers également pour des grands acteurs type GAFA, et également pour des clients plus petits. Donc ça, c'est un point extrêmement important, et que ce soit en France, en Europe ou sur d'autres continents, on voit de plus en plus se développer des réseaux plus efficaces d'interconnectivité, distribution de fibres noires, etc. Cependant, ces très grands data centers vont être de plus en plus ce qu'on appelle pris en charge. En fait, une partie des demandes va pouvoir être délestée avec des installations soit très pointues, soit des installations de plus petits data centers de proximité. Alors, on a parlé juste précédemment des grands data centers, des très grands data centers. Il y a également un autre type de data center qui va continuer à progresser et qui sera toujours présent dans les années à venir. Ce sont les data centers d'entreprise. Donc, ce qu'on appelle un data center d'entreprise, c'est un data center qui permet de contenir des données pour des applications non standards ou confidentielles et qui représente vraiment un cœur d'activité d'entreprise. Donc on n'est plus forcément dans la colocation ou dans l'hébergement, ça peut être interne pour un grand groupe, etc. Donc ce type de data center restera sur le marché les années prochaines, ne disparaîtra pas. Ensuite, on va retrouver le sujet évoqué, l'entrée de plus en plus importante du data center de proximité, là de taille plus réduite. Et donc ils vont fonctionner comme indiqué sur cette image, un peu comme des satellites, qui vont permettre, avec des installations à proximité dans des petites villes, sur des sites d'entreprise, dans le cadre de communautés d'agglomération ou autres, localement, dans des plus petites villes, ou dans des zones résidentielles à haute densité, de délester les réseaux, de diminuer le temps de latence et d'augmenter la qualité de la connectivité. Alors, il y a un point qui est extrêmement important, c'est le temps de latence. Ce matin, si vous avez assisté à la première table ronde, ce sujet a été évoqué. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, ce qu'on appelle le temps de latence au niveau de transmission données, c'est le temps que mettent les données à faire un aller-retour. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Vous allez sur un site internet, quel qu'il soit, quand vous arrivez sur le site, vous voyez qu'il y a des encarts publicitaires. Ces encarts publicitaires sont occupés donc par une société qui a signé un contrat avec la société qui possède le site. Ce qui se passe, c'est quand vous cliquez, vous arrivez sur un site, automatiquement le site détecte si vous avez déjà un profil, vous aimez les voitures, vous vous intéressez aux vieux meubles, vous aimez beaucoup les magazines de mode ou les dernières innovations, je ne sais pas, en technologie ou en chimie. Donc si le site n'a pas déjà déterminé votre profil, il va y avoir des publicités standards. Dans tous les cas, il faut savoir qu'à partir du moment où vous arrivez sur le site, il y a un appel d'offres qui est lancé par le possesseur du site. Cet appel d'offres est lancé auprès de sociétés publicitaires qui vont répondre à cet appel d'offres, vont être retenues et vont tout de suite faire apparaître leur encart publicitaire sur votre page web. Alors savez-vous en combien de temps doit se faire cette opération? Cette opération de lancer un appel d'offres et de retenir le publicitaire et de faire apparaître donc l'encart publicitaire sur votre page web doit prendre moins de 100 millisecondes. Donc vous imaginez que si un data center pour envoyer une publicité est situé aujourd'hui à l'autre bout du monde, en Australie, et que vous êtes à Paris devant votre ordinateur chez vous, le temps de latence de transmission des données d'aller-retour pour lancer toute cette opération va être beaucoup trop long.
D'où la nécessité d'avoir des data centers plus proches. D'où le fait que des grands hébergeurs commencent à regarder dans différents pays d'Europe pour installer des data centers au plus près. Donc c'est un point extrêmement important. Et aujourd'hui, toutes les personnes, que ce soit le grand public ou les professionnels, exigent des vidéos de plus en plus, enfin avec des résolutions de plus en plus importantes, des publicités ou des films avec aussi des résolutions meilleures. Et tout ça prend beaucoup plus de temps à être transféré. Et le temps de latence est vraiment aujourd'hui primordial. Bon, pour les data centers de proximité, il y a un autre point qui est également important, qui a déjà été évoqué ce matin, c'est le problème de la sécurité informatique au niveau des transmissions de données. On a eu de nombreux scandales évoqués à travers les médias de sites très sécurisés, par exemple aux États-Unis qui avaient été piratés, ou des espionnages, voire même entre gouvernements, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et pas seulement des entreprises américaines, beaucoup d'entreprises exigent que des données vraiment stratégiques restent dans le pays où elles doivent être utilisées. Donc on a de plus en plus de demandes de sociétés internationales qui s'intéressent par exemple à l'installation d'un data center en France, pas forcément parce que c'est un carrefour de transmission de données, mais parce qu'ils ont des applications spécifiques critiques en France. Et aujourd'hui, leurs règles de sécurité d'information d'entreprise leur exigent d'installer dans chaque pays, par exemple, où ils ont une activité. Alors, ça peut être également des entreprises qui ont, je dirais, une vocation industrielle. Au niveau de l'industrie, vous savez qu'il y a on prend l'industrie pharmaceutique, il y a des recherches qui coûtent très très cher pour lancer un produit révolutionnaire, pour guérir telle ou telle maladie ou problème. Ces données sont hyper sécurisées. S'il y a une usine en France, la société peut décider d'installer son data center et sécuriser ses données dans le même pays. Voilà. Par contre, le succès de ces data centers de proximité va dépendre également donc, de l'utilisation bien sûr de systèmes intelligents, standardisés quand même. Et le problème de ces data centers, c'est que beaucoup sont sans surveillance, donc doivent contenir tous les outils utiles pour permettre d'être télésurveillés. Certains n'ont pas de personnel à l'intérieur, d'où l'importance des technologies utilisées sur tout ce qui est transmission de données et télésurveillance. Si vous voulez plus d'informations sur différents livres blancs, communiqués de presse ou articles que Emerson Network Power a publiés, je suis désolée, souvent sur les sites, ils sont en anglais, ils ne sont pas toujours traduits en français. Vous pouvez utiliser une de ces adresses ou pour nous faire part de vos remarques, commentaires ou expériences. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.